Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui, je l'espère, va faire écho et sens en tout à chacun. C'est un exercice périlleux que je voulais faire depuis longtemps, qui me tient notamment à cœur. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est essentiel effectivement de comprendre le piège dans toute sa globalité et dans toute sa complexité. Et c'est, on va dire, une sorte de gymnastique de l'esprit que d'essayer justement de le faire. Alors je voulais le faire non pas pour augmenter et amplifier la peur comme tous les médias, rien de ça, non, 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 je vous rassure, hein. Donc n'éteignez pas ou ne zappez pas, mais bien au contraire pour avoir une bonne compréhension ou au mieux une meilleure compréhension de ce qui se passe réellement, afin justement d'articuler une action autour de ça. Une fois qu'on a une bonne compréhension de la chose dans son ensemble, il me semble qu'on peut passer à l'autre étape, et l'étape c'est l'agissement dans le réel. Et je pense notamment à une manifestation qui est venue à mes oreilles à travers les réseaux sociaux, etc. Et je sais qu'il y a un mouvement dans ce sens. Je crois que c'est en Belgique, à Bruxelles. Voilà, la capitale de Bruxelles. Capitale de l'Europe d'ailleurs, au passage. Et il y a un mouvement dans ce sens pour les mesures qui ont été prises, pour les vaccins, et tout, et tout, et tout, pour revendiquer leur liberté. Donc, mieux comprendre notre époque, mieux comprendre la complexité, et justement poser la question, coronavirus, le piège est-il plus que parfait? C'est la question que j'ai envie de poser. Alors, on va commencer tout de suite parce que, bon, en toute franchise, je ne sais pas combien de temps ça va durer, étant donné qu'il n'y a rien d'écrit. C'est total freestyle, il n'y a rien sur le papier, si ce n'est que quelques sujets ici et là, et c'est à moi à faire les liens et à créer une histoire, en fait, quelque part. Je suis un peu un conteur. Voilà, un compteur 2.0 sur la toile, sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et j'en passe. Donc, pour vous greffer tout de suite à ma pensée, pour aller non sans détour, sans rien du tout, dans le fond du fond, comment moi je pense la chose. Je pense la chose, on va dire, prenons César. Tout un chacun connaît César, hein, en son temps grand stratège et empereur de Rome. Ok. César, si vous voulez, pour conquérir telle nation, qu'est-ce qu'il devait faire? Donc je le pense en tant que stratège, je ne le pense pas en tant qu'autre chose, hein. Comprenez-le bien. Donc il prend sous ses yeux, si vous voulez, une carte. Ok. Et alors la carte, elle est géographique avec les pays, etc. Et si, à mon avis, il veut conquérir tel pays, il voit déjà la localisation, il voit le temps, enfin, on va dire la saison qu'il y fait, froid, chaud, etc. Et il se dit, bah, tiens, voilà, par où je vais attaquer. Donc voilà, est-ce que ça va être par les flancs, par les fronts, et même maintenant, si César aurait été du siècle du 21, du 21e siècle, bah, il se serait dit, bah, mais je peux même attaquer par les cieux, hein, avec les drones, etc. Donc, ce que je veux dire ici, simplement, c'est que pour qu'un piège fonctionne vraiment, réellement, il faut effectivement attaquer sur tous les fronts, sur tous les flancs, voire même en diagonale, n'importe quelle façon pour arriver à ses fins, quelque part. Et voilà en quoi l'introduction se fait. L'introduction aussi de toute la complexité de la chose pour cette vidéo se fait autour de, si vous voulez, du stratège qui doit percevoir, affiner ses stratégies pour arriver et mener à bien son projet. On pourrait, d'une certaine position, on pourrait se dire, oui, voilà, bah, il complote, hein, il complote pour. Hein, donc voilà, on va y revenir. Hein, la notion de complot, très intéressant aussi ici pour cette vidéo. Donc l'introduction faite, je vais passer justement. On pourrait aller au tout début. Hein. Le tout début, selon moi, ce serait en 1973, en 73 pour les Français, où effectivement vous aviez cette loi infâme et crapuleuse qui empêchait aux États d'emprunter à leur banque centrale. Donc, si vous voulez, vous avez toutes ces firmes, les multinationales, etc., qui pesaient, etc., parce qu'ils faisaient du gros chiffre d'affaires de l'époque, qui ont imposé une loi, on va dire, scélérate, quoi. Une loi, je veux même dire, en toute honnêteté, je me demande comment on peut avoir donné son aval à une telle loi, quoi. Parce que si vous pensez un peu plus loin, ne fût-ce que sur du 5 ans ou sur du 10 ans, vous savez très bien que c'est votre perte, quelque part. Donc on va prendre le premier point là. Pourquoi je prends ce premier point là? Pour bien vous faire comprendre que c'est selon moi le moment clé où les puissances d'argent avaient déjà implanté leurs racines dans le système politique
que sont les gouvernements de chaque État, etc., etc. Et en amont aussi, la création de l'Europe. Jean Monnet et tout, ancien agent de la CIA, envoyé par les États-Unis pour promouvoir l'idée de l'Europe. Je vous renvoie sciemment à la conférence de Jean-François Asselineau sur la création de l'Europe et qui gouverne l'Europe. Elle dure 4 heures. C'est très édifiant pour comprendre qui gouverne l'Europe, comment ça a été voulu, etc., etc. On voit que c'est un projet de très loin qui nous dépasse. Donc pour qu'un tel projet soit en application, pour qu'il prenne effet à échéance, il faut justement le travailler en amont, le travailler très 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 très, très loin, avec encore une fois la complexité de la chose, comprendre tout dans sa globalité et aussi, on va dire, tout à chacun qui contribue, tout à chacun qui vont de concert. En fait, tous les corps vont de concert, aussi bien la politique, le judiciaire, l'exécutif, tout. Bien comprendre ces choses-là. Ça, c'est la première introduction que je voulais dire. Après, on va faire un bond à la création de l'Europe. Donc de 73, 73, on passe en 2001. Pourquoi je parle de 2001? Parce que ça a été ni plus ni moins la levée des frontières pour la création de l'Europe. Levée des frontières, selon moi, la création de l'Europe, je vous le rappelle, est une prolongation du traité de Maastricht en 92, mais aussi de la loi de 73, 73. Ce qui fait que, effectivement, cette Commission européenne a été élue, a été mise au pouvoir sans aucun vote, en fait, sans aucune légitimité souveraine du peuple. Et du peuple souverain. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui se sont placés là. Alors, on ne sait pas trop comment, hein, on nous a juste dit du jour au lendemain, si vous vous souvenez bien, ben voilà, on est dans l'Europe. Ben va chercher tes euros, waouh, ok, c'est comme ça en fait. Et en fait, c'est un peu comme si vous voulez, vous vous réveillez d'un mauvais rêve et le lendemain matin, ben, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe autour de vous. C'est un peu ce qui s'est passé en fait en vérité avec l'Europe. Parce que du jour au lendemain, il y a la transition qui s'est faite et on n'a pas trop compris pourquoi. Ben, en fait, on a vu par après que ça a été voulu de très loin quand on recherche aussi, mais c'était plutôt non pas une Europe politique qui voulait, mais plutôt une Europe économique, purement centralisée sur les questions de l'économie. En fait, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe dans votre pays, rien à foutre des contingences ou des spéculations ici et là, etc., de ce qui se passe, des faits, des péripéties. Ils en ont rien à foutre de tout ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est, encore une fois, avoir la main mise sur l'économie. Et encore une fois, si vous prolongez, vous greffez à ma pensée, celui qui contrôle l'économie, contrôle la souveraineté économique et contrôle en fait le pays et toutes ses capacités d'agir ou de ne pas agir. Et on va voir qu'en 20 ans de temps, en 20 ans de perspective, de rétro-perspective, je dis bien, en 20 ans de rétro-perspective, on voit qu'effectivement, ben, ça nous a amené plus de malheur qu'autre chose. Mais aussi, pourquoi je voulais pointer l'Europe? Parce que, en fait, quand vous avez une levée des frontières, vous avez toutes sortes d'ethnies qui s'engouffrent, en fait, dans les pays d'Europe. Et on sait bien, hein, c'est le Sud qui migre vers le Nord, vers l'Europe. Et on leur vend ça comme si c'était une terre promise. Je suis fils d'immigrés de la 3e génération. Je n'ai pas à essayer de calomnier ces personnes-là qui ne cherchent qu'à vivre au final. Et c'est pas à eux que je veux m'en prendre, mais plutôt à George Soros et son Open Society. George Soros, quand il promouvoit effectivement l'idée de l'immigration auprès des pauvres, il encourage et incite justement à l'immigration de masse. Il injecte des millions dans la société qui est l'Open Society afin de faire migrer toutes les foules, les masses, etc., du Sud, principalement d'Afrique, vers l'Europe, vers le Nord, etc. Et la première à avoir subi tout, flanquée en pleine face, c'est l'Italie. L'Italie, effectivement, ça commence avec la Sicile, et puis vous avez le sud de l'Italie, la botte, comme on dit. Hein. Et donc, tout ça, c'est voulu. Mais, in fine, qu'est-ce qui se passe, in fine? Vous avez un peuple, à contrario des années 1950, les 1960, etc., à contrario il y a plus de 80 ans d'ici, ben en fait, vous avez des cas de figure où c'est carrément des schémas de société totalement différents. À l'époque, vous avez chaque peuple, chaque pays, en fait, avait sa nation. Sa nation se construisait autour d'une même langue, d'une même origine, donc une même ethnie. Vous avez aussi la même histoire, les mêmes coutumes, etc. Et ça parle de la même langue. En fait, vous avez 80 ans plus tard, vous avez en fait tout le contraire avec cette levée des frontières. Et en fait,
Je veux dire, comment voulez-vous vous faire comprendre et même organiser une quelconque révolution avec justement un chamboulement comme ça au sein de la société, un chamboulement sociétal. Ça a été peut-être aussi une des façons de voir la chose, une des façons d'amener en fait leur projet. Et c'est un des flancs, selon moi, principal. Pourquoi? Parce que si vous voulez, ils se sont dit, ben voilà, si on ouvre les frontières et que tout le monde en fait commence à s'engouffrer en Europe, ça créera la zizanie quelque part. Et effectivement, si vous allez à certains coins de votre pays, je suis sûr qu'il y a plus d'ethnies différentes qu'il y en a d'autres coins. Alors bizarrement, ça se regroupe plus dans les villes que dans les campagnes. Mais si vous voyez et comprenez mon point, là aussi c'est un premier pas, en fait, si vous voulez, vers ce qu'on arrive, vers ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Parce qu'effectivement, il n'y a rien, il n'y a rien, je veux dire, ok, l'humanitaire, etc., on nous a toujours vendu ça comme étant oui, voilà, c'est vers ça qu'on a tourné, etc. On doit les sauver, hein, les immigrés politiques, etc., les réfugiés politiques, tout ce que vous voulez, climatiques même maintenant. Mais en fait, ce que je veux dire ici, c'est que, in fine, pour se comprendre, et même pour faire révolution, ben, ça ne peut créer que la zizanie et un chaos social. Et je ne fustige personne ici, je ne fustige aucune ethnie. Ce que je dis simplement, pour se comprendre, c'est plus compliqué. Quand vous en avez un qui parle le bulgare, l'autre il vient d'Irak, il parle l'irakien. Moi, une fois, j'ai rencontré une fille, c'est un peuple qui est éteint, c'est un peuple de Babylone. Wow, je savais même pas que ça existe encore. Bah c'est bien, vous résistez les mecs. Mais ce que je veux dire ici, c'est que concrètement, en fait, voilà, vous avez plein d'ethnies qui se mélangent et pour se comprendre, pour faire révolution et société, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Bien penser ces choses-là. Bien penser, bien comprendre. C'est important, je pense, selon moi. C'est une première étape. Seconde étape, vous avez l'outil en lui-même. L'outil en lui-même, qui est le Covid, le virus, il a été amené et prophétisé par bon nombre de personnes, à commencer par Bill Gates, qui disait dans une de ses conférences de 2015 que la future menace, dans un futur proche ou lointain, à court, moyen ou long terme, ce ne serait pas non pas nucléaire, avec il montrait effectivement sur sa conférence le nuage comme ça, connu, hein, le grand champignon, etc. Il disait que c'était pas ça, mais c'était plutôt, et il montrait une bactérie, etc. Il disait plutôt que c'était bactériologique. Comment ça se fait que ces gens-là, nous prophétisent de loin comme ça, et amènent même l'idée, même, je veux dire que c'est tout un chacun après se surprend, alors que eux en ont parlé en amont. C'est comme si moi, en fait, si vous voulez, je suis chef de village, 100 personnes, et puis je prends la parole, un jour, et je dis, écoutez, si vous savez les risques qu'on peut encourir, il pourrait y avoir un viol. Ok. 2-3 jours après, femme, enfant violée. Ok. Je reviens après le jour du drame, en tant que chef, et je dis, ouh là, c'est regrettable. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est bizarre. Et en fait, je me lave les mains, et je joue les hypocrites, et je joue les effarouchés. Alors, je rappelle tout à chacun, c'est ce qui s'est passé. Hein. Vous avez Bill Gates, des Jacques Attali, etc. Des gens comme ça parlent de manière impunément, et on se demande de quel droit légitime ils parlent. Et ils nous amènent comme ça des catastrophes, à croire que c'est eux qui les amènent quelque part. Ok? Déjà, ça, encore une fois, réfléchir. Pourquoi ces gens-là viennent et parlent? Comment ça se fait qu'après, ça se concrétise en réalité? L'outil en lui-même, le Covid-19, un virus, selon moi, c'est déjà très très fort. Pourquoi? Parce qu'il est invisible à l'œil nu, ni plus ni moins en fait. Vous pouvez pas en fait, si vous voulez, c'est pas autre chose. Vous avez en fait, à l'époque, selon moi, vous avez des choses qui étaient beaucoup plus visibles. Le meurtre de Kennedy, vous voyez, les meurtres aussi de son frère. Vous avez aussi Al Capone qui faisait des meurtres ici et là. C'était visible, vous voyez, c'était visible par la foule, etc. Ça faisait beaucoup de bruit et les gens étaient émotionnés. Maintenant, on passe dans une époque où en fait tout ça se fait de manière plus douce, manière plus sinueuse, hein, plus fourbe en fait quelque part. Et en fait, ça se fait dans la plus grande délicatesse possible, de sorte à ce qu'on prenne ça pour une cause naturelle en fait. Et en fait, ici, vu que c'est à l'œil nu, on pourrait se dire la même chose. Mais la complexité de la chose, mais aussi le côté crapuleux, si vous voulez, selon moi, c'est que derrière cette chose qui est le virus, on ne peut pas dire à quel moment il va partir. On ne peut même pas dire s'il est encore là. Et on ne peut même pas dire si vous voulez, votre conjoint, votre petit frère, votre soeur, votre père, votre mère, tous les membres de votre famille peuvent être potentiellement quelqu'un à qui on devrait se méfier. Donc en fait,
on va dire, un instrument principal pour organiser la division ultime. Alors ça aussi, c'est très 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 préoccupant. On pourrait se dire comment ça se fait. Comment ça se fait que ça a été pensé comme ça. Ok. Il y a aussi toute une orchestration par les médias. Hein. Ce que je veux dire ici, si vous voulez, c'est qu'on a affaire, si vous voulez, à une pieuvre dont la tête est vraiment très très grosse. Hein. Et alors, vous avez d'innombrables tentacules. Pour moi, 2 tentacules principales de cette pieuvre géante, vous avez les médias. Alors, comment ça a été possible? Ça a été possible, si vous voulez, en créant une hyper-réalité. Qu'est-ce qu'une hyper-réalité? C'est une fiction de réalité qui, en fait, est tellement prégnante qu'elle finit par se démarquer de la réalité même et devient la réalité en fonction de ce que la première réalité est vraiment. Et en dépit de ce qu'elle est. Donc, en fait, on crée de toute pièce une hyper-réalité qu'on vous fait passer pour la réalité. C'est comme si on vous racontait une histoire, en fait, quelque part. Et en ça, je dois faire une aparté très importante. Vous avez Friedrich Nietzsche qui avait un adage qu'il a conçu lui-même et il disait « Les faits n'existent pas, seules les interprétations comptent ». Ça veut dire qu'on s'en fout en fait du réel. Les gens ne pensent pas à chercher le réel, ils veulent se laisser séduire par leur interprétation. Et en fait, en fonction de la sensibilité de tout un chacun, s'ils ont envie de flirter avec le réel, s'ils ont envie de se casser la tête ou pas, ou alors simplement, si vous voulez, s'en remettre au son de cloche des médias, ben ces gens-là, en fait, il n'y a que les interprétations qui comptent. Vient se greffer, si vous voulez, un autre adage de Gustave Le Bon, qui était psychologue des foules, et lui dit que de tout temps, si vous voulez, le merveilleux a pris plus d'importance que la réalité. Les gens, les foules, si vous voulez, parce qu'il a été un psychologue des foules, les foules ne sont séduits que par le merveilleux, en dépit de la réalité. Parce que les foules pensent par images, et ces images se suivent sans aucune corrélation, sans aucun lien, en fait, si vous voulez. Et voilà ce qu'il en est. Je pense, ni plus ni moins, si vous comprenez en fait où je veux en venir, je pense que ces gens-là qui sont aux commandes, que ce soit aussi bien l'OMS, que ce soit aussi bien les GAFAM avec les réseaux sociaux, que ce soit les médias, tout le monde en fait, je pense qu'ils avaient compris en fait. Ils avaient compris, ils ont 5 coups d'avance sur nous, 5 coups d'avance, parce qu'en fait ces gens-là, ils ont bien compris comment la psyché humaine fonctionne. Et on ne peut arriver à un tel résultat si on ne comprend pas la psyché humaine. Or ça, je crois qu'ils ont été très forts. Ils ont été très forts parce qu'ils savaient pertinemment que les gens n'allaient pas chercher en fait le réel. Et en fait, je pense aussi qu'il est important de préciser les 2 pieuvres que je parlais tantôt. L'une de ces pieuvres-là, ce sont les médias. Okay. Les médias, si vous voulez, c'est un gars, il est à 8h du soir, en costard-cravate, et il vous rapporte des faits. Mais en fait, ce ne sont pas des faits. Ce sont des opinions de faits. Ça veut dire qu'il prend des faits qui sont d'ailleurs orchestrés pour être un épiphénomène. Il va, si vous voulez, c'est comme si vous allez filmer un vol quelque part, et après, derrière, vous allez le montrer à la télé en disant, il y a des vols partout dans toute la planète. Non, c'est un épiphénomène. Ça se passe à un endroit. Il est écarté, isolé, et vu que vous, derrière votre écran, on n'est pas sur place déjà, mais on n'a pas envie de faire le travail non plus, par lassitude, parce qu'on a trop travaillé, etc., etc. La journée a été longue, on ne va pas les vérifier. On ne va pas les vérifier, et on se dit justement, ça doit être vrai en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait avec le corona. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des épiphénomènes, ok, pour en faire des généralités. Donc ils ont fait clairement de la manipulation de faits. Mais ces opinions-là, en fait, si vous voulez, comme dit l'adage, tu travailles pour qui te paie. Donc les journalistes travaillaient effectivement pour leur patron. Leur patron, soit ceux qui sont aux commandes, du média en question, mais quand c'est un média qui devient beaucoup plus important comme TF1, je pense à TF1, vous avez derrière une table d'actionnaires. Ces actionnaires-là, ils viennent de tout horizon, et ils sont même outre-mer ou quoi, et ils sont même de l'autre côté
de l'Atlantique. Ce qui fait que ces gens-là, en fait, ils ont leur mot à dire là-dessus. Et en fonction de l'influence de ces actionnaires-là, qui appartiennent justement à des lobbies puissants qui ont intérêt à ce que l'opinion aille dans tel ou tel sens, ben en fait, vous allez avoir le journaliste en fin de chaîne qui est obligé de commenter plutôt, et de diriger l'opinion vers telle direction. Alors, j'ai envie de demander pourquoi la peur. On a toujours instrumentalisé la peur, alors qu'il y avait des solutions en amont. Allez regarder ma vidéo que j'ai faite sur les solutions. Vous allez voir, il y a des solutions. Ce ne sont pas, si vous voulez, des choses tirées par les cheveux ou quoi. Ça existe, c'est réel. Mais pourquoi eux ont instrumentalisé la peur? Donc, bien comprendre le mécanisme et l'appareil des médias pour comprendre pourquoi les médias ont fait ça. Aussi comprendre l'appareil, si vous voulez, selon moi, du corps médical. Le corps médical, si vous voulez, vous avez un pharmacien, ok, et je pense que même le pharmacien, si vous voulez, malgré qu'ils ont fait des études et tout, ne savent pas tellement ce qu'ils prescrivent ou quoi. Ils ne savent pas exactement les molécules et tout, les médicaments, les effets secondaires, ils les connaissent pas forcément par cœur, ok. Donc en fait, quelque part, quand ils reçoivent des directives d'en haut, ok, ben ils ne peuvent qu'obéir, ne sachant pas vraiment, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a dedans, et c'est un peu ce qui s'est passé pour tous les médicaments qui ont été évacués. Je pense à l'ivermectine, je pense à l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, etc., etc. Donc vous avez plein de gens, en fait, si vous voulez, sur des pharmaciens, des aides-soignants, peut-être des infirmières ou quoi. Tout cela, si vous voulez, ben, a été pris en fait dans la tornade médiatique, en fait, qui a été orchestrée. Et alors, vous avez les institutions au-dessus. Bien comprendre aussi que vous avez aussi les médecins qui en fait aussi étaient pris dedans. Vous avez toute une structure très très complexe où les médias créent une hyper-réalité. Ok. Après, vous avez des médecins qui sont rincés. À côté de ça, au-dessus d'eux, vous avez des gouvernants. Des gouvernants, eux, qui de toute façon sont rincés par nature. Plus bas, vous avez des aides-soignants, des infirmières, des pharmaciens, qui eux sont moins en prise de connaissance de ce que est vraiment la maladie ou même telle molécule ou tel médicament antibiotique. C'est ça qui s'est passé. Et en vérité, ne sont tenus qu'au bon jugement du médecin, des médecins. Et voilà en fait pourquoi tout un chacun s'est vu en fait pris dans la tornade de la contradiction, où vous avez tel médecin qui effectivement avait des liens ou conflits d'intérêts avec des entités laborantines ou pharmaceutiques, et d'autres personnes, des médecins en fait, qui n'aspiraient qu'à une chose, c'est vraiment exercer leur serment d'Hippocrate par-dessus tout. Et en ça, nous avons des noms qui sont levés en cette époque. Et c'est pour ça qu'il est intéressant et important de préciser qu'on doit beaucoup à ces personnes-là, à commencer par Didier Raoult, professeur Didier Raoult, virologue de renom à l'échelle mondiale, qui a communiqué sur le Covid. Toute l'Europe, tout le monde entier, lui doit toutes les connaissances qu'on a sur le Covid-19 SARS-CoV-2, on le doit à Didier Raoult, parce qu'il a communiqué. Mais en ça, il est important de comprendre tout l'aspect structural. Voilà comment c'est passé. Je parlais tantôt des médecins avec, si vous voulez, des liens et des conflits d'intérêts. On avait, si vous voulez, ce médecin qui a passé plus de temps, selon moi, sur les plateaux qu'ailleurs, même dans un cabinet à guérir ou quoi, ou à consulter. On avait Martin Blachier. Martin Blachier qui arrêtait pas de dire que l'hydroxychloroquine, c'était la carabistouille, c'était de la merde, enfin, c'était vraiment le pire des traitements. Et on voit maintenant, on le sait, qu'il a été rincé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc il a été rincé par les laboratoires, etc., pour aller, si vous voulez, médire et calomnier tel médicament ou telle mesure, et faire la promotion du vaccin et des mesures comme confinement, etc., etc. On voit jusqu'où ça va, si vous voulez. Ça a été créé comme ça. Ça a été créé que il faut bien le voir comme une pieuvre avec une tête pensante, aux multiples tentacules. Et toutes ces tentacules-là, si vous voulez, en fait, ont fonctionné de concert et ont tous été rincés. Et tout à chacun a été, si vous voulez, s'est vu en fait voir son intérêt décuplé à son échelle individuelle. Donc effectivement, quand on vous dit que vous pouvez aller, vous allez avoir beaucoup plus d'argent, etc., vous allez le faire.
comment ça se fait, j'ai envie de dire, et poser un diagnostic, mais comment ça se fait que tous les médecins qui ont noté la cause de la mortalité sur le papier comme étant celle du Covid-19 se sont vus gratifiés d'une petite prime. Quand même bizarre. Vous avez aussi la consultation. Consultation, si elle était Covid-19, gratifiée d'une prime. Les tests PCR ont décuplé les taux d'amplification jusqu'à 50. On trouvait ce qu'on voulait. Ça amplifiait les statistiques. On a toutes sortes de manipulations comme ça qui ont été concordées de concert toujours en même temps pour que ça puisse marcher. Et effectivement, en fait, chaîne, vous avez le citoyen lambda qui reçoit tout ça sur sa télé et qui ne peut que prendre peur en fait. Tout ça, ça a été voulu, pensé pour créer une atmosphère. Alors l'atmosphère, elle va très loin, ça peut aller très très loin. Ça peut aller jusqu'à, si vous voulez, des présentateurs de télévision, si vous voulez, qui mettent un masque. Donc vous qui n'avez jamais vu ça, la première chose que vous vous dites, quand vous voyez ça, vous dites « Oh, ça doit être sérieux ». C'est que c'est jamais vu en fait, c'est que c'est vraiment grave. Mais tout ça, c'est un théâtre mis en œuvre pour amplifier, si vous voulez, le cas de la crise du coronavirus SARS-CoV-2 en l'an 2020 et maintenant en l'an 2021. Nous avions aussi d'autres cas de figure où vous avez par exemple une élection de Miss, l'image a tourné, elle m'a fait très très rigoler. Vous avez toutes des Miss, alors qui avaient un masque. Alors j'ai envie de leur dire, espèce de connes que vous êtes tous, ou de cons plutôt, vous êtes apparemment élus pour ce que vous avez sur le visage. Mais vous mettez un masque. Alors j'ai envie de dire, à quoi sert l'émission? C'est totalement de la merde. C'est totalement de la merde. Alors vous avez tout ça en fait. Ça a été fait sur les plateaux, sur les émissions, dans la rue, etc. Tout ça a été fait pour que les gens y croient. Et en ça, c'est d'une perversité sans nom. Et c'est pour moi, je suis pas super âgé, mais je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Et je crois qu'on ne le reverra jamais. Et le plan va jusque-là. Il va jusqu'à faire croire, si vous voulez, aux citoyens lambda qui est derrière sa télévision qu'effectivement, c'est vraiment grave. Et la première fois que j'ai été faire mes courses lors du premier confinement, j'ai vu tout le monde masqué dans la rue. Et je me suis dit, si c'est destiné à faire peur, c'est réussi. C'est réussi. Et je vous dis ça en étant conscient, en étant quelqu'un d'intègre, je veux dire qu'il y a tous ces moyens, etc., facultés cognitives, tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, c'est vraiment flippant. Et imaginons quelqu'un qui a moins de force mentale ou psychologique, etc., tout ce que vous voulez, ça peut aller très loin, ça peut finir mal. Moi, on m'a rapporté un cas de figure où, si vous voulez, le voisin d'un ami, sa compagne, s'est vu retrouver interné en psychiatrie rien qu'en regardant les médias. Donc c'est bien la preuve qu'à un moment donné, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du jamais vu, quoi. Du jamais vu. Créer l'atmosphère. Et encore une fois, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, enfin je veux dire sur les télévisions, etc., sur les plateaux télé qu'on vous montre avec les présentateurs et tout, il n'y avait pas que ça. Si vous voulez, vous avez le capitalisme aussi qui fonctionne de concert avec. Le capitalisme a surfé sur la vague en amenant des produits qui allaient dans ce sens. Il y a des choses qui m'ont vraiment choqué. Vous aviez des lapins de Pâques en chocolat avec un masque. Il y avait des Barbies avec un masque. On avait aussi des masques à facettes, un peu comme les boules disco là, avec plein de couleurs et tout. Alors, ouais, c'est chouette les mecs. Mais il n'y a aucune étude qui prouve que ça marche. Moi je veux bien, hein, faire les beaux, faire des selfies, tout ce que vous voulez. Alors moi aussi, j'ai toujours voulu me prendre pour un ninja, ou alors comme dans Mortal Kombat, Scorpion ou Sub-Zero. Et effectivement, c'est la classe en fait. Ouais, waouh, je me prends pour un ninja. Mais en fait, c'est dégueulasse les mecs. Vous êtes en train de changer votre vie et vos mœurs sans comprendre la gravité de la situation. Et tout le monde en fait a fait cette transition, un peu comme tout un chacun le sait, hein. Un peu comme cette analogie de la grenouille dans l'eau froide qui passe à l'eau chaude. Et en fait, en toute tranquillité, on apprend notre état
qui est devenu, si vous voulez, normalité. Ce n'est pas normal. Après, je voulais revenir aussi sur la surquantité d'informations qui ont été amenées. Depuis le début de cette crise, on a entendu tout et son contraire. Ok. Et même avant ça, lors de l'avènement d'Internet, selon la localité et on va dire, la position géographique de tel pays, bah, en Amérique, il est venu plus tôt. En Europe, il est venu beaucoup plus tard. Ok, 10 ans après. Moi, j'ai connu Internet début année 2000, si vous voulez. Fin 90, début 2000. Milieu 90, il était déjà, si vous voulez, en opération en Amérique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que avec ces réseaux sociaux-là, avec ces GAFAM, on a été habitué à trop surplus d'informations. De sorte à ce que même si vous suivez un quotidien en ligne, bah, toutes les demi-heures, vous avez quelque chose. Et si franchement, vous voulez rester à jour avec l'actualité, bah, il n'est pas impossible que vous tourniez fou avec toutes ces informations à ingurgiter. Parce que non seulement vous ne pouvez pas les traiter, et votre cerveau, qui est quand même plein de bon sens, vous dit, bah, où on va. Et puis alors, il y a une prochaine qui annule l'ancienne. Et alors, on va comme ça. Et ça, qu'est-ce que ça a pour effet? Deux effets, selon moi, primordiaux et importants à comprendre. C'est qu'à force d'ingurgiter trop d'informations, on finit par être amnésique, à ne plus se souvenir effectivement des informations d'avant. Si vous ne prenez pas note, si vous ne faites pas des marque-pages, si vous ne sauvegardez pas l'information, etc., on est enclin à oublier tout, les dates, etc., mais aussi, pour moi, le plus important, à rendre insensibles les gens. Donc en fait, quand vous rendez insensibles les gens face à la gravité d'une telle situation, ben en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez d'eux. Vous pouvez leur faire ce que vous voulez d'eux. Et j'ai même envie de dire que, à force d'instrumentaliser la peur, encore mieux. Il y a l'adage de Machiavel, Nicolas Machiavel, qui disait celui qui s'empare de l'âme des gens, celui qui s'empare de la, non, celui qui insuffle la peur aux gens s'empare de leur âme. Voilà ce qu'il en est. Et effectivement, on a contrôlé tout un chacun, citoyens lambda, on les a contrôlés sciemment pour leur faire ce qu'on voulait. À côté de ça, dans un monde idéal, imaginons si on n'avait pas imposé la peur autant. Si les gouvernements auraient voulu notre bien, si on aurait traité, si on aurait fait en sorte que tout aille bien, on aurait eu beaucoup moins de morts, beaucoup moins de gens dans les EHPAD, dans les homes qui auraient mouru sciemment pour vider les lits. On a tué des gens, je vous le rappelle, c'est quand même sans précédent. Tout ça, il ne faut pas oublier. Il va y avoir peut-être une vidéo qui va être consacrée uniquement sur les personnes âgées pour bien faire comprendre que nous sommes dans une situation sans précédent. On juge une société à la façon dont elle traite ses ancêtres, ses pères. Donc en ça, nous sommes une société malade. Malade. À côté, ce n'est pas fini. À côté, on avait aussi l'OMS, qui est, si vous voulez, une organisation mondiale de la santé, comme tout chacun le sait, mais aussi financée principalement par Bill Gates, actionnaire majoritaire. Elles n'ont pas cessé de changer leurs recommandations quant au masque, quant à l'immunité collective. Toutes les recommandations ont changé. On pourrait même, pour ceux qui savent et ont lu 1984 de George Orwell, on pourrait même se demander si ce n'est pas le ministère de la vérité qui, chaque fois, réécrit l'histoire. Okay. D'abord, on vous disait que l'immunité collective se passe par une contagiosité de groupe, que tout le monde devait se faire contaminer. Et maintenant, on vous dit que ça passe par les vaccins. L'OMS, ou enfin, vous êtes quoi les gens? Vous êtes des mafieux, en fait. Vous êtes en train, directement et indirectement même, de promouvoir à tout prix un vaccin. Et quand on sait que l'actionnaire majoritaire Bill Gates veut que tout le monde soit vacciné, pourquoi une telle ferveur envers le vaccin? On y est. On y est. Les mesures prises aussi, comme je le disais dans les précédentes vidéos, j'avais dit que j'avais compris pourquoi ils nous avaient, si vous voulez, assigné à résidence en fermant tout, mais surtout avec des couvre-feux. Il y a aussi une façon, si vous voulez, selon moi, de déshumaniser les gens, de les diviser. Quand vous les mettez seuls face à un problème, en leur disant, ben voilà,
la peur, tu vas crever, ben, il ne peut que résulter quelque chose, un sentiment ben, d'impuissance, mais on est tellement frustré que on est dans le non-agissement, et alors on fait rien du tout. Et vu qu'on n'appartient plus à un groupe de masse, on se sent en non-capacité de pouvoir faire quoi que ce soit. De même j'ai même envie de dire, je veux dire, manifester une quelconque indignation, une quelconque colère, etc. On est même rentré dans un cas de figure où la colère est mal vue. Dès que quelqu'un s'emballe ou quoi sur un plateau ou quoi, wow, calmez-vous, etc. Donc je veux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde devrait être indigné, tout le monde devrait être dans la rue. Rien que le fait qu'un médecin soit rincé pour avoir fait une consultation Covid-19, pour avoir noté la cause de mortalité de Covid-19, et maintenant, comme si ce n'était pas assez, pour la vaccination, il y a une prime à la vaccination. Est-ce que vous pensez sincèrement, chers amis, tout un chacun qui a regardé cette vidéo, est-ce que vous pensez que les médecins vont se dire non, j'ai trop d'argent, ça craint, je vais arrêter de vacciner. Non, non, les mecs. L'avidité de toute chose, la cupidité, vont mener les médecins les plus nobles de cause, etc., même ces médecins-là qui sont habités par le bien commun et tout, par la volonté de vouloir exercer leur serment d'Hippocrate, même ceux-là seront ébranlés par la possibilité d'avoir un meilleur mois, d'avoir finir un meilleur mois en arrondissant son mois. Je veux dire, le bon sens, il faut se poser les bonnes questions. Même ça, ce sont des sujets qui, selon moi, devraient mener déjà 60 millions de personnes dans les rues, ou 10 000 personnes en fonction du pays où on se trouve. 10 millions de personnes, 10 millions de personnes, 60 millions de personnes, je trouve que ce sont vraiment des cas graves. Je n'ai jamais vu ça, ok, dans ma vie. Et les gens semblent accepter. Ok. Je le disais aussi, ils voulaient tout fermer, on l'a dit dans ma précédente vidéo, mais je le redis ici, pour empêcher l'immunité collective. Comme ça, en fait, ça justifie effectivement toujours la vaccination. Et comme ça, vous pouvez aussi justifier derrière des confinements. Vous pouvez continuer à confiner en disant « Oh, c'est grave et tout, etc. » Et on voit maintenant, effectivement, ça c'est une petite mise à jour, mais on voit maintenant que bizarrement, là où il y a eu des vaccinations, en premier, l'apparition de variants sud-africains et anglais sont là. C'est la généticienne Alexandra Orion-Côte qui le dit dans son interview sur Téléville Liberté qui date de début janvier 2021. Elle le dit, il y a une forte corrélation entre les deux. Il ne faut pas se tromper. Là où vous dit effectivement que voilà, il faut vacciner à tout prix avec une nouvelle thérapie dont on ne connaît rien, qui n'a jamais été testée à grande échelle sur une population de masse, on vous dit aussi que il faut se vacciner à tout prix, mais on ne vous dit pas qu'il y a une corrélation entre les variants et les vaccins. Posons-nous les bonnes questions, nous n'avons pas assez de recul. Il y a beaucoup de personnes qui montent au créneau pour alerter, je suis l'une d'entre elles. Comme un wagon, je viens de me rattacher comme une locomotive, non, à la locomotive, voilà. Comme un wagon, je viens de me rattacher à la locomotive. Je suis une des pierres qui vient à l'édifice du grand combat de la conscientisation des masses. Je ne suis qu'une modeste pierre, mais faites le travail. Tout un chacun doit se renseigner là-dessus, parce que c'est d'une gravité sans précédent. Si ça continue, on va droit à une catastrophe comme on n'en a jamais vu. Je poursuis parce que c'est pas fini et c'est un exercice très très complexe. Mais moi là, vous voyez pas, mais je suis en train de chauffer. Si, j'ai un peu le teint rouge, j'avoue, tu le sais toi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que tout ça a orchestré une pensée unique, ok, parce que les gens, voilà, maintenant avec les réseaux sociaux et tout, hein, et en plus j'ai même envie de dire qu'on les emprisonne, comme je disais dans l'une de mes premières vidéos, on les emprisonne dans un supplice de la mythologie grecque 2.0. Pourquoi? Parce que quand vous les mettez, si vous voulez, dans un néo-narcissisme 2.0, à prendre tout le temps des selfies d'eux, ok, à s'auto-congratuler et tout, à avoir des likes et tout toute la journée, ben quelque part, si vous assemblez ça avec la satisfaction des biens immédiats, avec Amazon, l'ubérisation, etc., que maintenant, avec 2 clics ou 2 tapés de pouce, ben, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. On rentre dans un état léthargique de la population de manière sans précédent. Ce qui fait qu'en fait, ben, vous vous extrayez en fait, de tout bon raisonnement. Et vient s'ajouter à ça Netflix, qui est aussi, selon moi, le bras armé
du projet. C'est l'une des façons d'endormir tout le monde. Une autre façon aussi d'endormir tout le monde, vous avez aussi tout un chacun qui s'est vu rincer. Alors on vous a dit que c'était une aide sociale pour effectivement remédier au fait que tout un chacun fermait ses commerces. Mais on sait bien que dans l'absolu, ça ne honorera pas toutes les dettes qui ont été créées dues aux fermetures, de un. Et de deux, ça vous maintient comme un peu, si vous voulez, quelqu'un qui serait en insuffisance rénale et qui est sur un appareil, sur une dialyse, si vous voulez. Et alors, vous vous mettez sur dialyse et on vous nourrit comme ça grâce à l'appareil, on vous cure vos reins. Et on vous maintient comme ça sur perfusion pour que vous restiez en vie. En fait, avec les aides sociales, c'est exactement la même chose. Mais ça crée aussi une situation de confort. Ça veut dire que tout un chacun se voit un peu rincé, si vous voulez, et en fait, c'est une façon de fermer les yeux. Assembler tout ça, ce que je viens de vous dire maintenant, c'est l'une des facettes complexes du Rubik's Cube, ou du diamant, selon tout un chacun, selon les inflexions de tout un chacun. Ok? Donc, j'ai remarqué aussi, je note, et ça va faire l'objet d'une vidéo à part, ça va faire l'objet d'une vidéo pour essayer de comprendre la psychologie de mon époque, parce que ça me fascine réellement. Et si vous voulez, j'ai remarqué qu'on a un nivelage vers le bas, de l'intelligence, qui fait qu'en fait, quand vous avez tel sommité ou tel sachant qui émerge, je pense encore une fois à Didier Raoult, professeur Christian Perron, Jean-François Toussaint, Louis Fouché, d'autres corps de métier qui viennent, ou même les documentaires Hold Up, Maltraité, Crime Parfait, on a tout ça en fait, si vous voulez, qui viennent pour essayer de faire passer le message et d'alerter sur la gravité des choses, pour en fait, si vous voulez, poser les bonnes questions, parce que c'est le bon sens qui percute et qui ne fonctionne plus. Et là, il y a ces gens qui se voient calomnier. Et on dit, ouais, c'est de la merde. Il y a même un qui m'a dit sur mon Facebook, d'ailleurs, big up à toi, je ne t'en veux pas, tu es limité, tu t'en veux pas. Enfin, pas que tu es limité, mais ta perception manque de travail en amont, plutôt. Mais si tu veux, il y a quelqu'un qui m'a dit sur mon Facebook, j'ai regardé Hold Up, après 5 minutes, j'ai cru que c'était le Marrakech du rire. Donc on a, si vous voulez, toute cette population qui se croit intelligent à ne pas creuser. J'ai même été calomnié par des gens que je pensais être des gens sûrs, qui me disent qu'effectivement j'aurais été enlevé par des extraterrestres et qu'après on m'aurait réintroduit sur Terre, on m'aurait fait un lavage du cerveau. À toutes ces personnes-là, j'ai envie de leur dire que vous ne faites pas le travail en amont. Le travail n'a pas été fait en amont. Et je peux comprendre, parce que quand on travaille 8 heures, quand on a des responsabilités telles que les enfants, payer ses crédits, et pour autant que dans l'ancien monde, on avait une activité extra-professionnelle, okay, un peu comme le sport ou quoi, que vous allez courir, que vous avez une sociabilité, vous n'avez pas le temps de vous constituer un bagage intellectuel, technique, suffisant pour comprendre la complexité de la chose. Donc c'est normal qu'il y ait un nivelage vers le bas. Et vu que la bêtise humaine, l'inculture et l'ignorance se propagent et prolifèrent beaucoup plus facilement que le contraire, l'intelligence, la culture, la technique, je veux dire la capacité à faire le lien entre les concepts, etc., à relier un peu pièce à pièce pour faire un grand puzzle, si vous voulez. Et un peu pièce par pièce, après, vous voyez le puzzle, l'image du puzzle se constituer devant vous. En fait, vous n'avez pas les capacités à constituer le puzzle. Et en fait, en ça, c'est ce que je comprends. Mais je tiens quand même à citer ici un ami que j'ai rencontré sur le champ de bataille, qui répond à l'appellation de Bass. Bass, celle-là, elle est pour toi. Ce garçon, en sa qualité, malgré qu'il a des responsabilités, malgré qu'il travaille et malgré qu'il vit l'enfer qu'il vit, avec tout son lot de souffrances et de troubles que ça peut porter, eh ben, malgré qu'il travaille, je tiens à saluer son courage intellectuel, sa force, sa psyché, parce qu'effectivement, même en travaillant, il a fait un choix de se réveiller. Donc ça veut dire qu'il travaille, et pendant ces 8 heures de travail, il met dans ses écouteurs des vidéos, etc. Et il sait faire deux choses à la fois. Donc tout en honorant ses responsabilités, il arrive justement à rester éveillé. Très peu de personnes font ça. C'est pour ça que je tiens à saluer ici sa démarche et sa ténacité. Tout à chacun devrait faire de même. Pas choisir entre le trop plat de confort et le combat de nos libertés.
j'ai même envie de dire une phrase de ma conception, l'état léthargique et létal, à terme. L'état léthargique et létal. Ok. L'une des autres façades du Rubik's Cube, c'est justement, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent qu'effectivement, c'est dur, on n'en peut plus. C'est quand qu'on va revenir au monde d'avant. Déjà, on ne reviendra jamais au monde d'avant, dites-le vous bien. Hein, c'est cash, c'est net, je vous le donne en mille, garantie sur facture. Nous ne reviendrons pas au monde d'avant. Il y a quelque chose qui s'est décidé en haut lieu. C'est un changement de modèle de société, de paradigme. On est dans une transition, comme quoi vous avez des puissances d'argent qui essaient de nous faire transiter vers un crédit social à la chinoise. Renseignez-vous, c'est quoi le crédit social, où vous êtes constamment surveillé. Nous ne devons pas les laisser faire à aucun moment. Le fait aussi que ce soit un matraquage. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Vous avez aussi les vaccins. Vaccin, 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 vaccin. Tout ça dans une frénésie ambiante, orchestrée à dessein, pour créer de l'amnésie et pour faire passer, si vous voulez, tous leurs projets en FISA, en 2-2. Ils veulent faire pression comme ça, c'est matraquage en fait, si vous voulez, de l'information pour que tout passe. Et dans le tout passe, on vient de voir maintenant une loi qui a réduit la majorité sexuelle chez un être humain. Toute majorité sexuelle maintenant est à 13 ans. Vous avez bien entendu 13 ans. Donc ça, ce sont aussi des sujets qui devraient nous faire sortir dans la rue. Que font les gens? Il est important de se réveiller. Important de se réveiller. Important parce que il se joue l'avenir de nos sociétés, de notre civilisation, et aussi l'avenir de vos enfants. Si vous avez fait des enfants pour faire comme les autres, autant aller chez un magasin de jouets, acheter un enfant en plastique, et quand vous voulez sortir, vous pavanez le week-end, sur votre terrasse, sur vos restaurants ou un club échangiste ou je ne sais quoi, vous le mettez de côté. Mais si vous faites un enfant pour transmettre vos valeurs, pour lui inculquer des choses, pour lui assurer un futur digne de ce nom, il est temps d'agir. Il est temps de faire quelque chose, bordel de merde. Je suis en colère. Je suis en colère, mais parce que j'ai l'impression que plus personne n'est en colère. On nous a tout enlevé, même la peur. Parce que celui qui est en capacité de peur agit. Dans l'urgence, il agit. Frédéric Lordon. Frédéric Lordon. Je vais encore parler aussi, je pourrais aussi parler du cache. Le fait que le virus est l'outil magnifique pour justement supprimer le cache. On vous dira après que non, pour réduire la contagiosité, ne vous en faites pas, on va enlever le cache. Mais le jour où il supprime le cache, c'est la dictature suprême. Parce que tout